l'invité a dit qu'il était prêt. Ouais, les micros sont bons. Ah, j'ai l'impression qu'on va pas avoir de problème ce soir. Bonjour Pierrot. Bonjour. Comment on prononce ton nom de famille? Usberti. Ah, c'est ça. Ah, tout de suite. Ah ouais, Ah, ça fait chier. Voici Dufresne. Bon, enchanté de te rencontrer. Alors, Guillaume Meurice, qui est un ami d'une des personnes qui est là comme commissaire politique, hein, qui t'accompagne dans ce studio, il a une technique. Le micro, il faut le mettre sur le menton. Ouais, okay. Voilà, c'est ça. C'est la technique Guillaume Meurice. C'est assez. Voilà. Je suis très heureux de te rencontrer, bien qu'on ne va pas se marrer du tout, je pense, pendant cet entretien, puisqu'il s'agit d'un voyage à Gaza que tu as effectué il y a quelques années, et dont tu fais en 2018, et dont tu sors un film mercredi prochain. Oui. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus? Tu as ton café, il est là, ton café. Ah non. Je l'ai bu. Ah oui, il était pas ristretto, là, je suis désolé, il était peut-être un peu... Non, il était super. Mais du coup, je l'ai déjà bu. Bon, ok, je t'en ferai un petit peu après. Voyage à Gaza, est-ce qu'en 2 mots, tu peux nous en parler? Comme ça, moi, ça me permet de... Parce que tu vois, je fais la technique, là, je vérifie les lumières, les trucs, les machins. Et d'ailleurs, je vérifie que là, pour l'instant, on t'a pas vu. Et voilà, ça y est, on te voit, ça y est. Maintenant, il n'y aura plus que toi à l'écran. Alors, oui, ce voyage à Gaza, comme le titre du film le dit, c'est un voyage et un film aussi que j'ai fait en 2018. J'ai tourné en 2018. T'es mineur, donc? Non, j'étais pas mineur, non. Mais tu étais très très jeune. J'avais 25 ans. Ouais. C'est ça. Je suis parti. Ce qui s'est passé en 2018, c'est que mon père, avec qui je partageais, qui m'avait, disons, introduit adolescent à la cause palestinienne et à la culture palestinienne, aux films palestiniens, à travers des associations qu'il fréquentait dans la ville où j'ai grandi, qui est Sienne, en Italie. Oui. Donc en 2018, il travaillait à l'université de Sienne. Il allait bientôt partir à la retraite. Et avant de faire ça, il voulait construire un échange universitaire entre Sienne, donc l'université de Sienne, et 2 universités de Gaza, la Islamic University et la Al-Quds Open University. Et donc pour faire ça, il a rencontré une femme qui s'appelle Mary Calvelli, qui est une Italienne, qui est une personne extraordinaire, qui a travaillé en Palestine pendant 32 ans et qui a vécu des très longues périodes de sa vie là-bas, notamment à Gaza. Et donc qui travaillait dans la coopération internationale et qui connaissait un peu tout ce qu'il fallait connaître pour mettre en place des choses comme ça. Il est donc parti pendant 5 jours à Gaza pour rencontrer les professeurs des universités. Et à son retour, il m'en a parlé. Il m'a parlé de ce mini-séjour qu'il avait fait, des choses qu'il avait touchées, qui sont des choses qui m'ont ouvert une première fenêtre sur ce monde difficile, inaccessible, et qui était concrètement un monde enfermé dans une prison, et qui était donc une première fenêtre lumineuse pour ce monde qui, pour moi, était jusqu'à présent vraiment caractérisé par de la noirceur et des images cauchemardesques de la dernière guerre à l'époque, celle de 2014. Et voilà, donc cet échange a amené un premier étudiant de Gaza à Sienne, qui s'appelle Sharif, qui est toujours à Sienne, qui a fait des études là-bas, et on est devenus amis, et je lui ai parlé de donc, cette envie naissante de partir aussi là-bas avec une caméra et de faire un film, des repérages déjà, pour un film. Et Sharif m'a poussé, disons, à le faire. Donc j'ai saisi l'occasion et je suis parti. Pierrot, je te rassure, tu n'es pas à Blast. Ici, on travaille. Hein. On ne laisse pas les gens faire tout seuls leur auto-interview, parce que j'ai vu que Blast, pour nous sucrer l'exclusivité, a publié, mais ça, c'est tes producteurs, c'est les gens qui s'occupent de ton film. Bon, ils s'arrangent avec les médias. Enfin bon, c'est une sauce pas possible, c'est pas grave. T'as raison, va partout où tu veux. Mais enfin, c'est quand même scandaleux. Les mecs de Blast, ils te mettent une caméra, ils te disent, vas-y, parle tout seul pendant 28 minutes. C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai, non, mais ils les coupent. Il y avait des questions. Tellement elles sont mauvaises. Non, je les salue, je les embrasse évidemment. Voilà, non, mais c'était pour te dire, nous allons avoir un échange, ouais. Et notamment avec le chat, ce que je n'ai pas eu le temps de te présenter. Ici, ce sont donc les gens qui, en direct, nous regardent et vont intervenir, te poser des questions. Tu peux... le regarder. Plus tu le regardes, plus tu réponds directement, mieux c'est. Mais si ça te perturbe,
je te remonterai les questions les plus pertinentes. Les Palestiniens n'oublient rien, le plus précieux, c'est leur mémoire, dis-tu, au début de ton documentaire qui sort donc mercredi en 8. Nous sommes en 2018, Pierrot, à 25 ans, tu viens de le dire, et 3 mois durant, tu vas filmer Gaza au présent. Tu achèves le montage le 29 septembre 2023. Et aujourd'hui, quand on regarde ton film, évidemment, on le regarde aussi avec ce qui a pu se passer quelques jours plus tard. On va revenir longuement sur cette question-là. Comment on peut regarder ce film-là après le 7 octobre 2023. Étranger parmi les apatrides, tu suis une jeunesse pleine d'espoir malgré son enfermement quotidien et son avenir confisqué. Au gré de vos conversations se dessine l'histoire de la Palestine, de la Nakba, aux grandes marches du retour, tandis que ressurgit le Gaza d'avant le 7 octobre 2023. Un état de siège permanent, la pauvreté, le manque d'eau, la dissémination, l'instrumentalisation du terrorisme, le poids des traditions et de la religion, une frontière infranchissable depuis laquelle Israël largue des missiles et gaz les cultures, et puis bien sûr la mer, les couchers de soleil imprenables, la chaleur d'un peuple fier qui aime rire des coupures d'électricité et relativise les horreurs. Avec la plateforme des ONG françaises pour la Palestine, au poste et fier partenaire de ton film Voyage à Gaza. Est-ce que la présentation te convient? Ouais, magnifique. Ouais. Magnifique parce qu'on a repris les propos de la production ou quoi? Non, parce que non, parce que ça résume vite et bien justement quelle était d'une part la situation concrète sociopolitique de Gaza que j'ai connue, et en même temps ce qui veut être le centre du film, c'est-à-dire la manière dont, ce qui m'a le plus touché moi comme voyageur, comme cinéaste, c'est-à-dire justement tout ce qui résiste à ces conditions politiques, sociopolitiques dans lesquelles les gens, et les jeunes en particulier que j'ai rencontrés, vivaient. Donc c'est super. Ouais. Je ne sais pas si à l'image on sent, parce que moi je sens chez toi, c'est une forme, je te sens ému, pas de faire une émission, mais de parler de tout ça. Tout à l'heure, quand tu parlais de la genèse du film, j'ai senti que c'était très présent chez toi. Oui, bah, c'est vrai que c'est un film... Enfin, oui, pour plusieurs raisons. C'est un film déjà qui m'a accompagné très très longtemps, que j'ai porté très longtemps seul dans ma chambre avec mon ordinateur, qui a traversé du coup des longs moments des allers-retours entre crises, d'inspiration et courage reconstitué pour quand même avoir envie de le finir. Et donc il y a eu vraiment plusieurs phases, et je pense que l'émotion elle est liée à tout ça. Le tournage a été un moment en fait merveilleux. Ça a été vraiment un voyage et un tournage très beau, très joyeux malgré tout. Ces rencontres, ces amitiés qui sont persistantes encore maintenant sont quelque chose de très précieux que j'ai eu la chance vraiment de trouver là-bas. Elle l'aurait été même au-delà du film, et le fait qu'il y avait la caméra et que du coup le film était aussi une manière de se rencontrer pour nous, c'était quelque chose de très beau. Et puis en effet oui, c'est des images, c'est des sons, aussi beaucoup des sons qui m'ont accompagné pendant 6 ans, et donc que maintenant tout ça soit enfin visible et partageable, surtout en plus dans un moment comme celui-ci, dans lequel on en a encore plus besoin, je pense, de manière collective de ce film ou d'autres films qui parlent de ça. Voilà, c'est très émouvant. Je te propose de diffuser la bande-annonce, ce qui va me permettre de faire un petit café à tes amis, puis à tous ceux qui sont en train de... Oh bah tiens, la machine, elle est connectée directement à mon cerveau, elle a compris. Elle vient de se mettre en branle, là, je sais pas ce qui se passe. Bon, bref, et puis ça va permettre, donc, je suis désolé, ça va permettre aux gens qui sont avec nous de comprendre en 1 minute et 30 secondes de quoi il s'agit. Je vous reviens dans 1 minute, chers amis. Je dois faire 2-3 petits trucs, 2-3 manips, et après on lancera pour de bon notre entretien. Oui. Moi aussi, toi, tu fais des films seul, hein? Et moi, je fais des émissions seul. Mais en fait, non, il y a toute une équipe qui est derrière, mais pour la réalisation, voilà. Non, je dis ça parce que c'est
un point qui est important pour toi, je crois, d'avoir fait ce film seul, mais on va y revenir. J'envoie la bande-annonce. انت مش حمساوي انت ارهابي وانا ما انا رايح عليه طرده ولا حامل سلاح ورايح عليه كيف ارهابي؟ ايش يعني ارهابي Casa Jamila, Casa bella, lo dicono tutti, anche chi se ne vuole andare per sempre. ممنوع حد يطلع ممنوع حد ينزل من البيت. Pourquoi tu es venu à Gaza après l'Algérie? C'est parce que je l'aime. Vous êtes connu comment? Par Facebook. Non, vraiment? I love Gaza. But the other day you also told me that you hate Gaza. Sometimes I hate Gaza. Era la primavera del 2018 e volevo catturare la bellezza che nonostante tutto mi vedevo attorno e che mi sembrava la cosa più preziosa. والله يا شيخ لا يصيروا مطلعيني من معبر رفح بس يقولوا لي بدك تسافر بدي اقول لهم ماشي للف العالم كله قصده ماشي 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 ليه وبعدين ارجع لو بدك تقعد 5 سنين بس اشوف الناس. Alors, le café a pris un peu de retard. Je suis en train de faire le café. On va reprendre l'entretien. On peut éventuellement parler de cette idée-là, de partir en voyage documentaire seul et de réaliser ce film seul. Pourquoi tu as fait ce choix-là? C'est-à-dire que tu fais tout dans le film. Pourquoi tu as fait ce choix-là? À l'époque, je venais de commencer de faire du cinéma, quoi. Enfin, c'était mon deuxième projet. J'avais fait un premier projet après des études de philo en Italie, donc à Turin. Et le film ce premier film que j'avais fait parlait de la ville de Turin, ville que j'avais énormément aimée, que avant de quitter, j'ai voulu capturer dans un documentaire fait d'images et de sons. Et c'est donc un premier projet que j'avais fait seul. Et ça, c'était en 2017. Et donc, le projet de Gaza est parti assez vite après ça. Et donc, c'était pour l'instant, déjà, tout simplement, c'était la manière que je connaissais. Je savais aussi que ça aurait été très quand même compliqué et long surtout, moi n'ayant pas fait d'études de cinéma avant aussi. J'avais un tout petit peu de réseau grâce à mon frère qui faisait déjà du cinéma en France. Mais je savais que ça allait être compliqué de trouver des producteurs, encore plus une équipe, sans argent, etc. Donc pour moi, il y avait une certaine urgence de partir. Et parce que justement, je voulais me saisir de cette occasion de pouvoir partir, qui avait été la rencontre avec Mary Calvelli, l'italienne que mon père avait rencontrée pour construire l'échange. Donc elle, quand je l'ai connue, j'ai compris que c'était la clé pour entrer concrètement dans Gaza. Et j'avais pas envie d'attendre. Je voulais déjà tout de suite partir pour initialement, je pensais que c'était des repérages. Donc pour déjà me rendre compte si ce projet rêvé, en effet, méritait d'être peut-être suivi plus, et concrétisé, peut-être fait aussi d'une manière plus produite avec une équipe. Et en fait, quand je suis arrivé là-bas, tout de suite, vraiment dès les premiers jours, ce que je filmais, ce dont ma caméra était témoin, qui était du coup beaucoup de choses, mais entre autres et surtout ces amitiés naissantes qui ont commencé dès le début, c'était tellement fort, intense et beau que j'ai vite compris que ça allait être ça, le dispositif, et que j'allais pas passer du temps pour retourner avec une équipe parce que j'aurais perdu ce qui était sur le moment le plus spontané et
et riche, vivant devant mes yeux. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Puis je pense que j'aimais bien aussi le fait de partir tout seul, justement dans cette dynamique de rencontre. C'était beaucoup plus... C'était pas facile, en effet. Enfin, en tout cas, avant de partir, c'était pas une idée facile. J'avoue que Gaza me faisait peur aussi. Enfin, tout simplement, j'avais peur, quoi, à cause de cet imaginaire réel, en plus, de lieu de guerre, où la vie est en danger, quoi. Mais je sentais, oui, voilà, j'avais fait beaucoup de voyages aussi avant, tout seul. Enfin, j'aimais bien cette dimension-là pour que les rencontres soient des vraies rencontres et que ce soit pas déjà le film qui prend le dessus. Et ça n'a jamais été vraiment ça. La caméra a toujours été plutôt un accompagnement et une occasion de faire ces rencontres. Mais c'était, du coup, à côté de ça, il y avait les rencontres qui se faisaient vraiment. Et ça, c'était, je pense, c'était permis aussi par le fait que j'étais seul. Et puis, ça, c'est pour le tournage. Et ensuite, pour le montage, tout simplement, je pense que c'était un film qui était difficile pour moi à trouver. Et donc, ça aurait été difficile de le partager avec un monteur. Enfin, j'avais besoin d'être seul avec la matière pour comprendre où est-ce que j'allais. Qui a tué Yasser Mortaja. C'est le début de ton film. Yasser Mortaja, c'était un journaliste qui travaillait, qui avait une méthode particulière. Tu démarres ton film avec ça. Peux-tu nous resituer la scène ? Oui. Oui, le film commence avec à l'image, on a les funérailles de Yasser Mortaja, donc qui était un jeune photographe de 27 ans qui était mort quelques jours avant. Et moi, je suis allé filmer les funérailles parce que Sarah, donc un des personnages principaux du film, une amie que je suivais, m'a amené là-bas parce qu'elle y allait. Elle y allait parce que tout Gaza y allait. C'était une figure très connue du journalisme, du coup. Tout en étant très jeune, il était très très apprécié. Il travaillait pour Al Jazeera et c'était le premier photographe de Gaza, ou un des premiers, à avoir acheté un petit drone pour prendre des photos. Et moi, dans cet acte, j'y voyais quelque chose de révolutionnaire, dans le sens que c'était ce qui permettait du coup aux Gazaouis de conquérir une perspective aérienne sur leur terre, et donc de prendre cet espace qui jusqu'à présent avait été l'espace des drones israéliens qui monitoraient la bande de Gaza, qui la monitore jour et nuit constamment. Donc je trouvais ça un acte de résistance, encore une fois un nouvel acte de résistance créatif et très fort. Yasser Mortaja, il a été tué donc dans les manifestations de la marche au retour. C'était un des premiers photographes qui a été tué. C'était très peu de jours après le début des manifestations. Et je ne sais pas pourquoi le film commence sur ça. Enfin, en tout cas, la raison, elle est, je sais pas, de l'ordre de l'intuition. Le film a commencé. Fallait bien commencer quelque part. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Je te pose la question parce que j'ai dit tout à l'heure en préambule. Donc, tu filmes en 2018 et nous regardons ce film qui sort le 6 novembre avec nos yeux d'aujourd'hui, embués de tristesse, de colère, de souffrance. Depuis ce qui s'est passé le 7 octobre, enfin de manière plus forte encore. Ouais. Et les drones, aujourd'hui, ils sont militaires. C'est-à-dire quand on entend parler de drones, on entend parler de guerre par intelligence artificielle, de drones dirigés, téléguidés comme ça. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant qu'il démarre son film sur un drone inoffensif, au sens pas du tout militaire. Oui, justement. Moi, je trouvais ça fort, cette histoire. Beaucoup à cause justement de cette figure du drone qui revient du coup dans le film. Vraiment, le drone, c'était quelque chose de... Eux, ils appellent ça Zanana, donc ça veut dire gros moustique. Ce qui est aussi très drôle, je trouve, cette manière de réussir à faire de l'humour et à se moquer. Oui, parce que ça, ils le disent des drones israéliens. Oui, ils le disent des drones israéliens. Oui. Et donc cette dialectique entre le drone de Yasser Mortaja, qui était un drone justement inoffensif, mais très fort dans sa résistance, et l'existence de ces drones israéliens qui, à l'époque, étaient, pour moi en tout cas, complètement invisibles, mais constamment audibles. C'était un bourdonnement constant. Voilà, pour moi c'était quelque chose d'intéressant de commencer par cette dialectique-là, parce que ça racontait beaucoup de choses. Ça racontait aussi d'emblée justement l'humour, cette capacité de
transformé en ridicule, parce que c'est ridicule en effet. Enfin, c'est tragique, mais je trouve ça aussi profondément ridicule, tout ce qui se passe de la part de l'occupation israélienne. Enfin, ça devient tragique, mais l'intention, elle est vraiment, c'est une toute petite bande de terre. Et voilà, donc eux, ils arrivaient constamment à tourner en ridicule ces choses qui, au contraire, écrasaient leur vie. Et voilà, donc c'était une entrée dans le film qui permettait quelque part de peut-être mettre beaucoup des éléments qui sont, pour moi, constructifs du film. Le fait que, par exemple, ce soit un film qui parle de personnes précises et pas d'une masse de personnes. Donc, on commence le film... Des visages, un prénom, oui, voilà. Parfois une biographie, ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Hein, les gens qui meurent n'ont ni nom, parfois quelques photos, mais il y a une forme d'invisibilisation des victimes. Oui. Alors que toi, tu montres des gens vivants et tu les montres. Et tu les nommes. Oui. Et du coup, justement, Yasser Mortaja, donc c'était un des très nombreux gens qui ont été assassinés dans ces marches du retour. Le fait de partir de cette question, qui a tué Yasser Mortaja, pourquoi et pour quelles raisons, en fait, quelque part, je fais de l'analyse et vraiment, honnêtement, le fil du discours, le texte a été écrit plutôt sous intuition, mais en tout cas, pourquoi je l'ai gardé, c'est parce qu'en effet, je pense que ce que ça raconte, c'est que ça nous ramène au fait que c'est un assassinat. Voilà, c'est un assassinat. Il a été assassiné. Ça, c'est la chose la plus importante. Après, il y a un contexte politique qui raconte pourquoi, mais la première chose, c'est qu'il a été assassiné, comme quelqu'un pourrait être assassiné dans un fait divers, et on se pose la question de pourquoi. Et là encore, on pense à la situation actuelle, où l'on sait que les journalistes sont particulièrement ciblés. Il y aura demain matin, à ta place, Agnès Levallois, qui a dirigé le livre noir de Gaza, qui est un livre paru au Seuil, terrifiant, où elle reprend les rapports des ONG, etc. Et il y a plusieurs chapitres, dont l'un est consacré aux journalistes particulièrement ciblés par l'armée israélienne, comme jamais dans l'histoire des conflits modernes. Voilà. Ouais. Et donc, voilà, ton film démarre par là. Alors, j'ai un peu la réponse à la question suivante. Parce que la question suivante, c'était, mais pourquoi vous parlez... Alors, parce qu'à ce moment-là, on ne se connaissait pas, alors j'avais écrit ça au vouvoiement. Vous parlez beaucoup au début, ça répond à quel besoin? Alors, je te le refais en tutoiement. Au début du film... Ça parle. Ah, l'italien, il a pris le dessus. Ça parle. Et ça parle avec cette phrase que moi j'aime beaucoup. Je voulais voir cet endroit, je voulais être ici. Oui. Alors pourquoi tu parles autant au début? Et pourquoi tu voulais être ici? Pourquoi tu voulais voir cet endroit? En dehors de ce que tu as pu nous dire en début d'entretien. Ouais. Je parle autant, je pense que parce que j'aime bien parler déjà. Et... Non mais c'est vrai, oui, ma mère m'a toujours raconté que quand j'étais un bébé, vraiment bébé, déjà j'essayais de parler alors que je savais pas parler, mais je parlais constamment, j'essayais de parler constamment, donc je pense que j'aime bien. Et puis je suis très attaché aussi au théâtre. J'ai fait 15 ans de théâtre avec ma mère et j'ai fait beaucoup de lectures aussi à voix haute, donc je pense qu'il y avait une dimension littéraire et théâtrale dans cette voix off qui pour moi était importante. Voilà, c'est une réponse qui n'est pas politique, hein. Ça c'est vraiment une réponse esthétique. J'aime bien les films de voix off, et parce que justement je trouve que ça permet en tout cas dans un documentaire, ça permet des choses qui pour moi, en tout cas à l'époque, auraient été difficiles de mettre en place autrement. Puis il y avait aussi de la révolte. En fait, le moment dans lequel j'ai commencé à écrire cette voix off, à la base, c'était pas prévu. Je pensais pas faire un film de voix off. Je pensais justement faire un film plus sagement et inattaquablement d'entretiens qui se suivent. Donc voilà, je ne fais que montrer sans prendre parole, sans prendre position moi. Et en fait, j'ai senti vite que ce film comme ça ne me parlait pas. Pour le coup, ne me parlait pas. Et
Et du coup, j'ai commencé à écrire. C'était un moment difficile parce que j'ai pensé vraiment. Enfin, à ce moment-là, encore une fois, j'étais tout seul. Donc, les crises étaient plus fortes, je pense, que quand on est accompagné. Et donc, je pensais vraiment abandonner. Je voyais que ce film-là, comme je l'avais imaginé, ne me plaisait plus. Et c'est là où j'ai commencé à écrire parce que au moment où j'ai pensé, j'arrête le projet, j'avais quand même besoin fortement de raconter des choses. Mais même, ça, là, c'était vraiment dans mon cahier, c'était pour moi. Et j'ai commencé à écrire parce qu'il y avait une grande révolte en moi de tout ce que j'avais vécu. Pas qu'une révolte, mais en tout cas, la première chose, c'était ça. Et j'ai commencé et voilà. Donc c'était... Je pense que je l'ai gardé, ce début, parce que je sais pas, pour moi, c'était une manière de dénoncer aussi d'emblée, dès le début, beaucoup de choses. Au lieu d'aller les chercher dans les entretiens, par-ci, par-là, je voulais une voix... avec ce ton-là, avec cette rapidité-là, et qui ne laisse pas de souffle, et qui dit tout ce qu'elle a à dire, soutenue par ses tambours. Est-ce que tu penses qu'il faut aimer parler pour faire parler les autres ou pas? Peut-être. C'est une succession de dialogues que tu as avec, j'allais dire, les personnages, oui. Ils sont réels, évidemment, les protagonistes. Peut-être, oui, peut-être. En effet, moi, j'aime parler et j'aime beaucoup parler avec les gens et j'aime beaucoup écouter aussi. Donc, en effet, oui, peut-être que tout ça est lié. Alors, évidemment, il est question de frontières à tout bout de champ, si je puis dire, dans le film. Je crois que tu nous apprends que tu passes par l'Égypte. C'est ça, non? Non, moi, je suis passé par Israël. Par Israël. Ouais. Alors, qui passe par l'Égypte? Il y a quelqu'un qui passe par l'Égypte? Il y a d'autres personnes qui passent. En fait, la situation, elle était... Je le dis au passé, parce que maintenant, tout change, tout va changer probablement. Mais la situation était telle qu'il y avait 2 portes pour entrer à Gaza, la prison. Il y avait la porte qui était à la frontière avec l'Égypte, donc celle de Rafah, et la porte qui était dans la frontière avec Israël, donc celle de Eretz. En venant de l'Occident... moi, j'ai tout simplement suivi les directives de Meiri Calvelli qui a fait les démarches pour moi. Elle m'a fait passer par Eretz, donc en atterrissant à Tel Aviv et en traversant Israël et ensuite en rentrant par le checkpoint de Eretz dans Gaza. C'était la chose la plus simple en arrivant de l'Italie. Eux, à l'intérieur de Gaza, par contre, de passer par le checkpoint de Eretz, c'était quelque chose de très très difficile qui n'arrivait quasiment jamais que dans des cas très particuliers, comme le dit Mohamed dans le film. Donc pour eux, ce qui était un peu plus faisable, c'était de passer par Rafah, donc par la frontière avec l'Égypte. Donc par exemple, Sarah, elle est sortie de Gaza à travers Rafah. Mohanad aussi. Moi non, moi je suis passé par Eretz. Ce qui raconte aussi, c'est encore un élément qui peut raconter l'injustice hallucinante et absurde de la situation politique de ce peuple qui n'a pas... La bande de Gaza n'a même pas de... eux, à chaque fois, quand ils arrivent dans un pays étranger, ils savent, dans les ambassades, ils ne savent pas où les mettre. Attends, alors, c'est Israël, c'est territoire palestinien occupé, mais ça n'a pas de statut précis. Et donc voilà, techniquement, ils sont presque apolides. Il y a une scène où certaines des personnes que tu suis regardent la frontière. Ouais. Et donc, cette question-là, elle est essentielle. Puis là, tu dis, il y a 2 portes. C'est, à l'époque, on parlait de prison à ciel ouvert. Je crois que tu as employé cette expression. Qu'est-ce que les Gazaouis te disaient sur la frontière? Je voulais préciser aussi que tu dis dans ton documentaire que tu n'as essuyé aucun refus. On parlait de parler, tout le monde était prêt à te parler, et un des sujets, c'était la frontière. Qu'est-ce que ça symbolise, la frontière? Alors, comme je le dis dans le film, pour moi, la frontière, c'est quelque chose de bizarre et qui existe, mais qui ne devrait pas exister, surtout en Palestine. C'est parce qu'elle a été imposée de manière unilatérale de la part d'Israël. Donc c'est pas, on l'appelle frontière, celle de Gaza, mais c'est pas une frontière. En fait, c'est vraiment un mur d'une prison. Parce que pour eux, la Palestine, c'est toute la Palestine. Donc eux, ils ont été renfermés là-dedans. Faut pas oublier que en 1947, quand l'ONU a décidé de la bipartition de la Palestine en Israël et Palestine, les Palestiniens ne l'ont pas accepté. Ils n'étaient pas d'accord avec cette résolution. Donc ça leur a été imposé. Mais leur voix comptait peu, donc
on considère que c'est une frontière. Donc pour eux, cette frontière, c'est très très concrètement, c'est les limites de leur territoire qui sont très visibles parce que c'est un tout petit territoire. Donc il y a le barbelé et le mur d'un côté et la mer de l'autre. Cette mer qui est très belle et on ne les voit pas, mais très peu de kilomètres plus tard dans la mer, il y a les navires de combat de l'armée israélienne qui enferment aussi la mer. Et en haut, il y a les drones. Donc tout est fermé. Les drones moustiques qui sont là constamment. Donc chaque rêve de chaque Palestinien de Gaza va constamment se confronter à cette frontière qui est partout. Tu évoques la partition de 47. En 48, il y a le slogan sioniste selon lequel « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre ». Le peuple sans terre, c'est le peuple juif, à qui l'humanité doit la dette de la Shoah. Mais le slogan, il est faux, il est injuste, puisqu'il dit « Une terre sans peuple ». En fait, sur cette terre, il y a un peuple qui est le peuple palestinien. Et tout le drame est là, en fait. Exactement. Tout le drame est là. Et ce qui est d'autant plus dramatique, c'est de voir à quel point cette version-là, qui est une version vraiment... Enfin, c'est juste un slogan de propagande qui a été créé en 1800 par... Il y a un souci de caméra. Ah bah attends, bouge pas. Il y a un souci de caméra. Mais on t'entend. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que j'ai des nouvelles caméras et elles s'affolent, elles sont comme la cafetière, elles s'affolent. Attends, hop, canapé, remets-moi ça tranquillement. Voilà, t'as vu ça? C'est dingue. Ah, c'est parce que je suis trop près de la caméra. Aïe, 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 hop, regarde, je suis tout seul, t'as vu? Plan moyen. Voilà, c'est fait, excuse-moi. Il faut qu'on se détende en même temps parce que sinon, bon. Donc je redis le slogan sioniste, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. En fait, c'est moins de ce slogan dont je voudrais parler que de savoir parce que la plupart des gens que tu rencontres sont des jeunes, ce sont des gens de ton âge, beaucoup en tout cas. C'est un film sur la jeunesse. C'est un film sur la liberté, c'est un film sur le mouvement, etc. Est-ce que ces questions-là revenaient aussi souvent, on pourrait le penser en regardant ton film, ou est-ce que c'est toi qui suscitais le passé, qui suscitais les récits, qui suscitais les souvenirs? Non, dans mon expérience, même au-delà, disons, des moments que la caméra filmait, pour moi, c'est vraiment des choses qui revenaient assez constamment. Après, je pourrais pas dire si ces éléments de conversation seraient arrivés si moi, j'avais pas été là. Ça, je le sais pas. Mais dans mon expérience de Gaza, oui, c'était techniquement déjà tout le monde sait très bien d'où il vient. Parce que le 70% des gens de Gaza sont d'origine des réfugiés de 48. Donc, comme on voit dans le film, on peut rencontrer des jeunes filles de 15 ans qui donc sont nées à Gaza, mais qui, quand on leur demande « vous êtes d'où ?», elles vont dire « on est de ce village-là en Palestine ». Donc c'est cette mémoire-là, ce qui est peut-être la chose la plus précieuse que les Palestiniens ont et qu'on essaye de leur enlever, c'est justement une mémoire aussi de ce qui a été 48. Et donc c'est une mémoire qui transmet d'une génération à l'autre cette capacité de résistance et cet espoir un jour on pourra vivre dans un état libre où on aura les mêmes droits que les autres. Voilà. Et moi j'ai l'impression que la dimension politique, même dans les conversations les plus intimes, elle ressortait constamment parce que tout est politique à Gaza. Donc parce que malheureusement la politique rentre dans tous les aspects de la vie quotidienne, comme on a vu. Enfin là maintenant il y aurait par exemple la lumière qui saute si on était à Gaza. Ça peut nous arriver, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Oui. Ah, il y a cette scène, je laisse les gens qui vont découvrir ton film découvrir ce moment-là, mais c'est une leçon. Cette panne d'électricité, c'est une leçon pour oui. Voilà, vraiment. Tu dis, tout est politique et tu parles dans ton film d'une méthode de résistance qui s'appellerait le SUMUD, c'est ça? Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? C'est quelque chose qu'on attribue beaucoup qui caractérise la résilience du peuple palestinien. C'est
enfin pour comment je le comprends, enfin ou en tout cas comment je l'ai vu, c'est tout simplement cette manière de résister par comment on est, par comment on vit. Je pense que donc les gens qui ont eu la chance de rencontrer Sarah en direct le 28 octobre dernier à l'avant-première qu'on a fait au Grand Action, je pense qu'ils l'ont tous expérimenté. Alors attention, le Grand Action, c'est à Paris. Oui, le Faut cinéma préciser. au Grand Action à Paris. C'est pas à Sied. C'est vrai. D'accord. Ok. Et donc, on a fait une présentation du film avec Sarah, donc un des Parce que fort heureusement, protagonistes il n'y du a pas film. beaucoup de Parisiens qui nous regardent. Ah d'accord, C'est tant que, mieux. c'est que des vrais toi, qui nous regardent. C'est pas, voilà. Donc tu dis Grand Action, Oui. ils s'en foutent pas mal. Voilà. Tant mieux. Exact. Voilà. Bah du coup voilà. Et En tout cas, alors Sarah, il faut préciser, c'est un des fils conducteurs. oui. Euh, Donc Sarah, c'est une des protagonistes du film, enfin C'est une ça. des personnes oui. qui traverse le film du début à la fin. C'est la première personne que j'ai rencontrée à Gaza et donc qui actuellement vit à Milan depuis quelques années et qui est venue présenter le film en France. Et je pense que voilà, enfin je l'ai vu dans les retours que j'ai eu des personnes qui étaient là à cette présentation. Sa manière d'être, son sourire, sa manière de répondre aux questions. Voilà, tout ça, c'est cette caractéristique du peuple palestinien qui, je pense, sera toujours là malgré tout ce qu'on essaye d'en faire, malgré le fait qu'on essaye de faire exister plus une résistance qui est plus facile à attaquer, qui est celle du Hamas, qui est par exemple une résistance armée, qui est une résistance violente. Il y a toute cette énorme partie de résistance qui est, je pense, qui fait beaucoup plus peur à l'occupation israélienne parce que elle n'est pas attaquable. En fait, c'est une résistance de comment on est, comment on vit. On va jamais baisser la tête et qui passe par l'instruction, qui passe par le pacifisme. Enfin, le peuple palestinien, maintenant, on en parle constamment comme d'un peuple terroriste. Il ne faut pas oublier que c'est un des exemples. Dans toute son histoire, il y a eu tellement de luttes non violentes par rapport à l'occupation israélienne qui a toujours été violente. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Mais quelle est la frontière entre cette capacité extraordinaire à encaisser les coups du peuple palestinien de la résignation ou du découragement ou du fatalisme où est-ce que ça se situe? Ça se situe, un exemple, c'est toutes les personnes qui partent pas du nord de Gaza actuellement. Là, ils le savent, et ils sont clairement sous menace terroriste de la part de l'État israélien de si tu pars pas de chez toi, on va démolir chez toi. Il y a énormément de gens qui restent, qui ne partent pas, qui ne se résignent pas, ils préfèrent mourir dans leur idéal. Et voilà, il n'y a rien de plus invincible que ça. Tu parlais à l'instant du Hamas. Tu as un personnage très intéressant, très étonnant, qui est communiste, qui est athée, qui est lecteur de Camus, qui s'appelle Mohanad, voilà, qui te liste les interdits professés par le Hamas. Là, on est en 2018, le Hamas gouverne, il a été élu par le peuple de Gaza, il y a l'autorité palestinienne en Cisjordanie, le Hamas gouverne à Gaza, et ce jeune garçon, qui pourrait être au Grand Action, je veux dire vraiment le bon gaucho, quoi, il te liste les interdits du Hamas, et je trouve bien que tu rappelles aussi ce que c'est que le Hamas dans ton film. Oui. Alors déjà, juste pour sa défense, il ne les liste pas lui en direct, ça c'est important, et c'est un des avantages de la voix off, c'est moi qui l'ai dit. C'est toi qui l'ai dit, mais sauf que tu l'as dit sur son image. Oui. Et voilà, donc après, tu vois, ma mémoire rétinienne pense que... Aïe. Voilà, j'ai préféré le dire moi. J'espère qu'il ne va pas avoir d'emmerde. Oui, mais on sent... Non, il n'en aura pas parce qu'il dit rien, lui. Non, mais bon. Mais voilà, en tout cas, oui, il y a... Lui, pour moi, dans le montage que j'ai fait, en tout cas, il a incarné ça. Il a incarné en effet une voix dissidente. Non, excuse-moi. Par exemple, le Hamas interdit l'athéisme et lui se présente comme athée. C'est pour ça que bien sûr. j'ai fait une relation tout de suite. Voilà. Alors, Mohanad, c'est complexe. C'est complexe dans le sens qu'en effet, c'est une des personnes qui m'a le plus
avec qui j'ai le plus partagé de manière explicite par rapport à qu'est-ce que c'était l'étouffement du Hamas, mais c'est pas le seul. Honnêtement, avec toutes les personnes que j'ai connues de manière plus ou moins verbale, j'ai perçu que l'étouffement était là. Et en effet, oui, pour moi, c'était très important de le porter, cet aspect-là. Je l'ai fait toujours en leur demandant s'ils étaient d'accord, pour savoir si c'était pas une prise de risque. Bien sûr. Et en fait, non, dans la mesure dans laquelle on en parle dans le film, ce n'était pas. Ce qu'ils m'ont dit, c'est que ça allait, on pouvait en parler. Et après, c'est vrai que par contre, je pense que c'est quelque chose dont on a moins entendu parler dans des documentaires de ça, parce qu'en effet, c'est quand même un peu un terrain qui fait un peu peur. Pour moi, c'était très important parce que je pense que j'aurais pas pu faire ce film sans. Je me serais senti de raconter qu'une partie de la réalité de ce que j'avais vécu, parce que c'était quand même, comme j'ai dit, tout est politique, donc les dégâts de l'occupation israélienne sont partout, mais aussi l'étouffement du gouvernement de Hamas, pour moi, était partout. Donc c'était deux choses. Donc eux, ils appelaient ça un siège à l'intérieur du siège, et c'est là où je voulais quand même souligner, pour parler avec la voix de Mohanad qui n'est pas là maintenant, Oui. mais s'il était là, il vous dirait, et il le disait déjà en 2018, oui, mais le Hamas, c'est une conséquence de l'occupation israélienne, donc ce n'est pas notre premier problème. Il faut pas interchanger les deux problèmes, chose qui est faite énormément actuellement dans les médias, mais aussi dans l'opinion publique, pour enlever du poids à la critique qu'on peut avoir envers Israël. On essaie de contrebalancer en disant oui, mais il y a aussi le Hamas qui les étouffe, etc. Oui, d'accord, mais c'est deux points très différents. Il y en a un qui est la politique interne d'un pays. C'est comme si nous, maintenant, il y avait Bardella qui gagne les élections, et du coup, il y a l'Italie qui nous envahit parce qu'il y a Bardella. C'est bizarre. Et du coup, nous fait un blocus autour de Paris parce qu'il y a Bardella à Paris. Bizarre. C'est très bizarre. Tu n'as pas fait la liste qu'on entend dans le film. Le Hamas, parmi les interdictions, il y a les relations hors mariage, il y a l'homosexualité. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas des camarades sur le plan sociétal. Non. C'est pas des camarades. C'est un parti de droite. Et qui prend certains aspects de la culture traditionnelle ou carrément de la religion comme élément politique, donc, et qui les fait respecter politiquement, donc policièrement. Et voilà, ça c'est évidemment, c'est là où on était d'accord avec beaucoup des personnes que j'ai connues à Gaza, c'est que du moment où la religion devient un élément étatique et qui commence à gérer la vie quotidienne des personnes, ça devient invivable, quoi. Et en effet, moi j'ai toujours trouvé ça extrêmement dommage avec eux, c'est pas mon opinion, c'est que à l'intérieur d'une situation tellement étouffante de par l'occupation israélienne, en plus il y a tous ces interdits qui allaient vraiment qui allaient interdire des comportements qui empêchaient justement j'en sais rien, tout simplement rencontrer quelqu'un et tomber amoureux sans devoir forcément se marier et devoir donc forcément le cacher beaucoup, etc. Ça, c'était quelque chose d'absurde, vraiment incompréhensible. Et quand Mohanad me parle du fait que c'est une conséquence de l'occupation israélienne, voilà, faut pas oublier que il l'a dit beaucoup de fois très explicitement, Netanyahou a toujours vu dans le Hamas une force pour l'occupation israélienne, parce que justement, d'une part, ça divise politiquement le peuple palestinien, d'autre part, ça contribue à étouffer les Gazaouis, et puis c'est un ennemi facile. Mais juste pour finir sur l'opinion de Mohanad sur le Hamas, il me prie quand je parle, de souligner que lui, maintenant, il pense que, et ça, il ne renie pas, il est encore communiste et tout ça, donc, comment dire, si un jour il y aura un État palestinien, ils vont essayer d'élire d'autres personnes que le Hamas, mais ça, c'est leur problème, c'est leurs oignons politiques internes qui vont peut-être un jour pouvoir gérer. Mais par contre, comme force de résistance à l'occupation israélienne, elle est importante. Et c'est la seule qui actuellement fait quelque chose. Voilà, ça c'est sa voix. C'est sa voix parce que tu lui as parlé depuis le film, pour la sortie du film C'est sa voix
d'autant plus après le film, donc après le 7 octobre. Et donc avec tout ce qui se passe maintenant. Mais c'était aussi déjà à savoir quand même. Enfin, il n'a jamais critiqué le fait que Hamas soit une force de résistance, tout en le détestant. Quand cette question-là est abordée dans ton film, il y a toute une séquence qui est presque dérangeante, où les gens, les Gazaouis, réfutent d'être membres du Hamas, parfois jouent les interrogateurs pour se moquer des soupçons qui pèsent sur eux, et en même temps on sent qu'il y a quand même une forme de peur, enfin que c'est pas, tout ça n'est pas évident. Est-ce que j'ai bien vu la séquence ou est-ce que je me suis planté? Oui, je pense que c'était pas évident en effet d'avouer des choses comme ça devant une caméra en disant moi je suis pas du tout avec le Hamas comme quelqu'un le dit dans le film. Oui. C'était pas du tout obligatoire d'être avec le Hamas. Enfin, il y avait un éventail politique complexe dans Gaza. On pouvait être du Parti communiste, on pouvait être du Fatah. Ça, c'était possible complètement. Il n'y avait pas de risque de danger qu'on courait dans ça. Mais par contre, d'affirmer d'être contre le Hamas, je pense que c'était pas facile. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai perçu de manière physique. Enfin, donc, le moment où ça a été dit, je pense que c'était parce que justement, face au fait que les personnes interviewées, on leur demandait qu'est-ce que vous pensez de ces accusations qui étaient les accusations de l'occupation israélienne, qui étaient celles qui disaient justement toutes les personnes qui vont manifester sont membres du Hamas, pour décrédibiliser aux yeux de la communauté internationale des manifestations qui étaient pacifiques et qui étaient énormément participées de tout le monde et de plein de gens qui n'étaient dans aucun parti. Donc je pense que face à ces accusations-là, c'était tellement important pour les personnes qui répondent dans le film de répondre, qu'ils ont pris le risque relatif de quand même se positionner. Mais après, oui, en tout cas, quand je parle d'étouffement, c'est ça aussi. En effet, oui, c'était pas si évident de parler du Hamas, etc. Gaza est belle, même pour qui veut s'en aller, dis-tu dans ta voix off. À ce moment-là, on voit deux motards, sans casque, à l'italienne, sans casque, heureux qu'ils sont sans casque, voilà. C'est pas pour rien que c'est l'affiche du film, hein. Voilà. C'est un moment de liberté totale pour tous ceux qui font de la moto. C'est une évidence. Pour ceux qui en font pas, le cinéma leur a montré que généralement la moto, voilà. Raconte-nous cette scène. Comment tu la filmes? C'est un voyage dans le voyage. Ouais. Tout en étant une petite bande de terre, j'ai voyagé un peu tout le temps, de nord à sud, est à ouest, et j'aimais beaucoup prendre des taxis. Du coup, c'était pas des taxis, hein. Les taxis à Gaza, c'est tu descends dans la rue et il y a une voiture qui s'arrête, elle te dit tu veux aller où? Ça peut être un particulier. Les tarifs sont informels mais précis. Enfin, on sait plus ou moins pour aller là-bas, il faut ça. Et donc c'était quelque chose, rien que déjà les taxis, c'était une expérience d'une certaine liberté, parce qu'on rencontrait plein de gens dans les taxis, c'était très dans le chaos de la circulation, c'était toujours des moments assez joyeux, ça parlait beaucoup, etc. Et donc moi j'ai énormément filmé ces trajets en voiture, et voilà, ouais. Donc ce moment-là, c'est un de ces moments qui pour moi était comment je les ressentais personnellement. Enfin, c'était des moments de liberté, de légèreté aussi. Tout à l'heure, quelqu'un dans le chat a dit à partir de la bande-annonce que c'était un film qui avait l'air poétique. Ça, c'est un moment de poésie. Oui. Il y en a un autre. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a un autre qui a retenu mon attention. Tu filmes une fenêtre et il y a une musique, petite musique. Oui. Oui, c'est la première fois qu'on le remarque. Est-ce que c'est la lettre à Élise ou pas? Oui. Oh purée, c'est incroyable. Oui. Et c'est une petite boîte à musique qui fait comme ça, quoi. Ouais, ça. En fait, c'était les... Génial. Ouais. Vas-y, raconte. Ouais, ça me fait plaisir, c'est la première fois qu'on le remarque. Et pour moi, c'était... Non, mais ici, c'est écrit sur le coussin, on n'est pas chez les cons. Hein. Excuse-moi. Non, et en effet, oui, la lettre à Élise, ce petit motif revenait très souvent dans le paysage sonore de Gaza. Et les premières fois que je l'ai entendu, je savais pas du tout d'où ça arrivait. Et c'était
C'était poignant, c'était un peu déchirant. Et j'aime beaucoup cette musique, comme plein d'entre nous, cette petite mélodie, en plus faite avec cette mini-instrument. Je ne savais pas ce que c'était. Au bout d'un moment, j'ai compris, c'était les camions qui distribuaient l'eau dans les immeubles. Oui. Ils avaient ce petit refrain pour dire on arrive, quoi. Et voilà. Donc pour moi, je l'ai mis dans ce moment parce que c'est un moment avec cette fenêtre dans laquelle qu'on regarde et tout simplement on est là. Enfin, j'invite le spectateur à juste écouter les sons qui rentrent par cette fenêtre. Absolument. Et pour moi, ce son, c'était vraiment, ça a été pendant ces longues années de montage, c'était vraiment Gaza, quoi. C'était devenu Gaza. Ça contenait beaucoup de choses, beaucoup d'émotions que j'avais ressenties là-bas. Et c'est là la force du documentariste, c'est que tu es resté 3 mois, c'est ça, hein, ouais. Tu as filmé 3 mois, et donc tu as le temps de capter ce genre de scènes, oui. de les entendre, de t'interroger, d'y revenir, de le filmer et de le monter finalement. Oui. Bien. Tu m'as tellement habitué à des réponses très longues, développées que là, je suis. Eh oui, j'ai gibonné. Incroyable. Eh oui, absolument incroyable. Alors, je fais exprès de passer de moments tendres à des moments plus durs. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Vous allez aller à Erez avec des cueilleurs. Erez, dis-moi si je me trompe, mais ça a été un des endroits où justement le 7 octobre, il y a eu des otages qui ont été israéliens, qui ont été pris, etc. Donc ce passage-là a été mondialement connu avec le 7 octobre. Et toi, tu vas avec une bande de gars, on comprend pas trop pourquoi, puis en fait on saisit à un moment donné, ils vont faire de la cueillette, ils vont cueillir. Et ils te parlent de cet endroit comme une buffer zone. Qu'est-ce que ça signifie ? Oui, alors ces gens que je suis, en effet, c'est des paysans, mais à la journée, ils avaient tous un diplôme universitaire, genre master plus. Ce qui est intéressant quand même à souligner parce que à Gaza, tout le monde fait des études. Il y a un niveau d'instruction qui est dans les plus hauts du monde arabe, sinon du monde. Enfin, il y a beaucoup de gens qui font des études de haut niveau. Après, il n'y a pas de travail à cause du blocus israélien qui a été imposé depuis 2007, donc ils se retrouvent à faire les paysans. Voilà, eux, ils faisaient les paysans. Donc les terres cultivables à Gaza, c'est les terres, il y a 2,5 millions de personnes, et c'est une toute petite bande de terres. Les terres exploitables pour les cultures, c'est celles qui sont le long de la frontière, entre guillemets, avec Israël, donc le long du mur de la prison. Ce qui rendait du coup extrêmement dangereux de faire un travail comme être paysan. Parce que le long donc, du mur qui entoure Gaza, il y a le mur avec des tours dans lesquelles il y a des snipers israéliens qui contrôlent. Et à l'intérieur de la bande de Gaza, donc au-delà du mur, Israël a imposé ce qui s'appelle une buffer zone. Donc c'est une zone coussinet qui a été imposée unilatéralement par Israël. Ça n'a pas été choisi entre le Hamas et Israël, ok, on fait une zone coussinet dans laquelle une zone neutre, etc. Non, ça a été imposé, et d'ailleurs c'est dans la bande de Gaza, c'est pas de l'autre côté. Donc ça prend encore... Ça empiète. Voilà, ça empiète encore sur un territoire qui est vraiment minuscule. Et la buffer zone, la règle qui a été imposée pour les Gazaouis, c'est que, en fait, si tu es dans la buffer zone, en fait, c'est une zone dans laquelle tu dois pas aller. Donc eux, ils y vont quand même parce que ils doivent manger, donc ils doivent cultiver des choses. Et par contre, ça arrive régulièrement qu'un paysan qui va travailler, qui va cueillir des oignons le matin, il puisse se faire tuer, quoi. Tout simplement parce qu'il est là. Tu donnes des nouvelles... Et la même chose arrive dans la mer, pour les pêcheurs. Tu donnes des nouvelles de tes protagonistes vers la fin du film. On comprend ce que les uns et les autres sont devenus. On va pas spoiler, on laisse les unes et les autres aller voir le film le 6 novembre. Ouais. Je rappelle qu'il faut y aller les premiers jours, il faut y aller avant le samedi si on veut que ce soit reprogrammé la semaine d'après. Je ne cesse de le répéter ici. C'est très important parce que sinon les salles gardent pas le film, et puis un film qui n'est pas gardé, c'est un film qui est oublié. Donc il faut y aller les premiers jours. Voilà. Oui, buffer zone, c'est une zone coussinet ou tampon. Ouais.
Ce film et ces témoignages permettent de réhumaniser les Gazaouis. Merci pour ça, te dit Gégé Bonnet. Tiens, il y a Trank qui nous demande, à propos là, de ce que tu viens de dire, comment les corps réussissent à être récupérés. Je sais pas. J'ai pas... Mais bonne question. Est-ce que tu as les moyens de communiquer avec certains de tes protagonistes, ne dis pas lesquels, c'est pas la peine de les mettre en danger ou quoi que ce soit, sur la situation d'aujourd'hui ou sur le film? Est-ce que tu as pu leur envoyer? Est-ce qu'ils ont eu le temps et les moyens matériels de le voir? Ces deux points-là. Peut-être d'abord le film, est-ce que tu as des retours? Et ensuite, sur la situation actuelle. En fait, alors oui, dans le film, il y a plusieurs personnes qu'on rencontre. Il y a des protagonistes, en effet, dont la voix off parle, donc dont je raconte l'histoire, etc. Eux tous, donc c'est des amis avec qui je suis resté donc bien sûr en contact. Eux, heureusement, ils sont tous en dehors de Gaza. La seule qui était à Gaza après le 7 octobre et qui est restée des mois sous le génocide, c'est Joumana, qui est une de ces personnages, de ces personnes, et qui est sortie ensuite après 7 ou 8 mois de génocide. Elle est sortie en Égypte maintenant. Donc voilà, maintenant ils sont tous dehors. Leurs familles sont en grande partie encore dedans. Et eux, ils ont tous vu le film. Et bon, ils l'ont beaucoup aimé. Voilà, après, bon, je vais pas m'étendre sur ce sujet. Mais oui, c'est vraiment un film qu'on a tourné en partie ensemble. Vraiment, c'était une aventure assez commune. Et qu'eux, ils ont saisi et qu'ils ont accueilli. Moi, quand je suis arrivé, quand je connaissais l'un ou l'autre comme ça, je leur parlais de ce projet aussi parce que je voulais comprendre si ça avait un sens pour eux aussi, que cette chose-là. Et cette idée toute bête, toute simple de faire un film sur les jeunes de mon âge et voir comment ils vivaient, etc. Pour eux, et aussi celle de montrer la beauté de Gaza et montrer la beauté de leur vie. Malgré tout, donc cette beauté résistante, pour eux c'était très important. Donc en effet, ce film, après, il a pris beaucoup de temps, ils l'ont un peu perdu de vue parce que je l'ai fait vraiment dans ma petite boîte tout seul, mais quand je leur ai envoyé, ils ont trouvé le temps de le voir et maintenant on fait aussi des présentations ensemble, etc. Par contre, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont dans le film mais qui n'étaient pas devenus des amis, et donc moi j'ai pas gardé contact avec eux, et donc de eux j'ai pas des nouvelles, et c'est très difficile d'en avoir pour l'instant. Je n'arrive pas à en avoir. Et donc sur leurs sensations, leurs sentiments, leurs réflexions, leurs émotions sur ce qui est en train de se passer, tu ne le sais pas en fait. Par rapport à mes amis, oui. C'est complexe, moi, je perçois beaucoup de dépression très forte, très 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 forte. Je pense que on mesure pas encore à quel point ça va être énorme, justement, le travail psychologique, voire psychiatrique à faire après tout ça. Je parle surtout de Joumana, qui justement les a vécu ces choses-là pendant 7 mois, 8 mois. Ça se voit, quoi. Elle est pas bien, elle le dit en plus. C'est des vies qui... Ils arrivent tous plus ou moins à continuer à vivre, mais du coup en dehors de Gaza, mais ils passent leur temps sur leur téléphone en essayant de contacter leur famille, en essayant d'avoir des nouvelles. C'est donc des vies qui sont aussi énormément ralenties par tout ça. Malgré tout ça, il y a quand même, je perçois beaucoup de... cette résistance, cet espoir fou et merveilleux, j'ai l'impression qu'il persiste encore. Cet espoir qu'à un moment, ils vont réussir à être libres. Voilà. Et après, par contre, oui, je sens qu'il y a un grand resserrement, comme s'il fallait se serrer les coudes. Donc, les différences politiques... les différences politiques, il y avait beaucoup de débats tout le temps entre eux, etc. Mais là, je sens qu'ils se serrent les coudes. Donc là, c'est clair qu'il faut faire front commun. Et donc, et ça, je pense que je le pense de eux, mais j'imagine que de manière générale, c'est quelque chose qui va se passer en Palestine. Il y aura, devant une telle catastrophe, on serre les coudes, on fait front commun, et donc peut-être que ça va justement plus unir politiquement ce peuple qui a beaucoup souffert de division politique. Ça, c'est aussi beaucoup ça qui les a affaiblis dans les dernières années, et je pense que là, en tout cas là, mes amis, clairement, ils ont beaucoup plus les idées communes et claires, quoi.
Ce documentaire, ton documentaire Voyage à Gaza, sera-t-il présenté dans les festivals de Monde Sorcière? Il a été présenté dans pas mal de festivals. Il était au Cinéma du Réel, c'est la première fois où il a été présenté. Et donc beaucoup en France, dans beaucoup de festivals, et beaucoup moins à l'étranger. Dans aucun festival en Italie pour l'instant. On se demande pourquoi, mais voilà. Ouais. Mais sinon, oui. Au Maroc, en Algérie, au Portugal, il a voyagé assez pour l'instant. Ouais. À propos d'Italie, c'était la dernière question que je voulais te poser, mais j'ai l'impression que t'es plus français qu'italien. Ah non. Non, non, moi je suis en France depuis 4 ans et demi. D'accord. Enfin, j'ai fait une année en Corse. Je sais pas si c'est un peu entre les deux. Attends. On a déjà un sujet là. N'ouvrons pas. Non, je voulais te demander, voilà, quelle est la situation aujourd'hui en Italie. Je profite que tu sois là pour savoir le fascisme au pouvoir, ça donne quoi? Par exemple, ça donne quoi par rapport au cinéma? Quand tu disais, on se demande pourquoi ça n'a pas été présenté, dans les festivals, ton film, c'était ironique ou c'était une véritable question? Moi, personnellement, je sais pas, mon producteur, parce que à la fin de toute cette aventure solitaire, j'ai rencontré aussi un producteur à la fin du montage. Maintenant, je suis accompagné par des distributeurs. Il faut toujours en passer par là, la casse producteur, qu'est-ce que tu veux, c'est chiant, mais on est obligé. Non, mais en tout cas, voilà, je suis entouré de personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, et il y en a qui pensent qu'en effet, il y a des raisons politiques derrière le fait que, notamment en Allemagne, mais peut-être pourquoi pas aussi en Italie, le film ait plus de mal à être pris dans des situations institutionnelles. Moi, je sais pas, je suis pas forcément d'accord. En tout cas, je me suis pas encore fait mon idée, parce que par exemple, on a organisé une projection à Turin, en Italie, qui était dans le cinéma central de Turin, qui est lié au musée d'histoire du cinéma, donc qui est très institutionnel dans la ville, et on l'a organisé le 7 octobre dernier. Donc voilà, c'est quand même un gros geste de la part du cinéma. Donc voilà, je suis pas sûr que ce soit pour des raisons institutionnelles. Après, la chape de plomb médiatique et institutionnelle en Italie, elle est là. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'elle soit là plus qu'en France. Malheureusement, je suis désolé, mais même si justement il y a les fascistes au gouvernement en Italie et en France pas encore. Voilà, j'ai l'impression que la chape de plomb, elle est présente dans les deux de manière très forte. Mais à la même manière qu'en France, il y a aussi énormément de sociétés et de choses qui se passent comme ça, par exemple, et qui résistent à cette chape de plomb en Italie aussi. Notamment, j'en sais rien pas. À Sienne, il y a eu une très belle initiative qui a été faite par les étudiants de l'université, que l'université a essayé de stopper, mais ils l'ont faite ailleurs, dans d'autres lieux. Et ils ont invité Francesca Albanese, qui est la rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens, et Ilan Pappé, qui est le très grand historien israélien, qui sont venus parler du 7 octobre et de la suite du 7 octobre et de la suite de ils ont parlé de beaucoup de choses, de qu'est-ce que ça pourrait être la Palestine après tout ça. Donc c'était une très très belle initiative, très participée, que les étudiants, avec ténacité, ils ont réussi à faire exister malgré tout, quoi. Donc il y a aussi ça. Michel, dans le chat, nous parle de Alhaj Mohammad, poétesse syrienne en conférence cet après-midi, qui disait l'importance de parler des habitants, de leur vie quotidienne, de leur joie, de leur souffrance, de leur vie, et pas seulement parler de politique et de militaire. Ça pourrait presque être le sous-titre de ton documentaire, parce que ton documentaire, c'est ça, justement. Oui, mon documentaire, c'est ça. Ça a toujours été ça dès le début, pour deux raisons. Une raison qui est personnelle, parce que moi, ça m'intéresse. Enfin, je veux dire, c'est un film qui a une valence politique de plus en plus, vu la situation, mais avant tout, pour moi, c'est mon film, quoi. Enfin, c'est un film personnel aussi. Donc, ce qui m'intéressait, c'était pas de faire un film que politique, même si justement la politique est partout à Gaza, mais ça, c'est quelque chose qui s'est imposé. Moi, je voulais pas spécialement faire un film militant, et d'ailleurs, je le considère pas militant. C'est un film qui est plus un portrait et une rencontre, voilà. Et donc oui, enfin, je suis d'accord. Et après, il y a aussi une dimension politique de tout ça. Je pense que il y a quand même une grosse division entre ceux qui sont déjà convaincus par la justesse de la cause palestinienne et ceux qui pensent complètement l'opposé. Et je pense que de faire un film qui justement s'adresse aux émotions, qui
qui essaie de montrer la beauté, et qui essaie de faire exister une rencontre entre le spectateur et cette terre, mais qui ne soit pas justement filtrée par des considérations que politiques. Je pense que c'est une manière aussi de gagner d'autres publics, donc de faire exister une rencontre entre des personnes pas déjà politisées et qui vont le voir aussi pour sa dimension poétique, cinématographique. Et ça a une valence politique, au fond. Voilà, je pense. Dernière question, ultime question, c'est là où on va voir si tu as bien été préparé à cet entretien par les deux dames qui t'accompagnent. Hein. Ah bah tiens, elle connaît la question. Tenez, ah bah viens, Mélanie, tout le monde te connaît. Voilà. Voilà, vas-y. Prends le sien, voilà. Au poste.fr, abonnez-vous. Attends. Je la pose la question, mais je pars après, hein, j'aime pas moi. Attends. Ah, donc c'est Mélanie Simon-Franza, bien connue de nos services. Voilà, t'as vu ça? Oh la vache, magnifique. Très beau sweatshirt. Je cache. Alors, donc il faut expliquer ta présence. Déjà, il faut s'abonner au poste, c'est important. Au poste.fr. Et ensuite, la dernière question, c'est Pierrot. Et pourquoi tu es là? Non, attends, avant, pour que les gens comprennent pourquoi tu es là. Ah oui, pourquoi moi je suis là? Oui, c'est quoi ton travail dans la vie? C'est parce que j'accompagne, à part emmerder David Dufresne, ce que j'adore faire, je vous invite à le faire également, ça remplit bien les journées. À part emmerder David Dufresne, sur Voyage à Gaza, j'accompagne justement des séances, notamment ciné-débat, donc avec plein de collectifs étudiants, par exemple. On va en faire une de nouveau au Grand Action le 6 novembre prochain avec tous les comités étudiants Paris 1, Jussieu, Paris 4 qui soutiennent la Palestine. Il y a aussi une séance à Saint-Denis dimanche avec Pierrot, avec le comité de Paris 8. Il y a une séance à Lyon aussi le 6 novembre avec Urgence Palestine. Donc moi, j'organise un peu tout ça. Et puis j'ai la joie et l'honneur d'emmener Pierrot ici au poste. Est-ce qu'il y a un endroit sur les internets où on peut savoir où sont toutes ces avant-premières, tous ces débats, etc. Oui, alors on peut le voir notamment sur les comptes de GHR Film, qui est le distributeur. Donc GHR Film, soit sur Instagram ou sur Facebook, ou la grande distrib ciné, bien sûr, également. Et puis sinon, vous allez sur Allociné, tout simplement. C'est le plus efficace quand même pour voir si le film passe à côté de chez vous ou chez vous. Et si ce n'est pas le cas, demandez à votre cinéma de programmer le film. Sachez que c'est hyper important et que vous avez complètement le droit, si vous voulez que le film passe à côté de chez vous dans votre cinéma de ville ou de village, vous avez complètement le droit de dire au cinéma j'aimerais bien voir ce film ici, parce que c'est vous qui allez les voir, ces films. Voilà. Et maintenant, la question rituelle d'Au Poste, ma chère Mélanie. Pierrot, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui au poste? Maintenant, je m'en vais. Merci beaucoup, c'était parfait. Je pense que d'abord j'ai beaucoup parlé, non? Comme j'aime faire. Et j'ai eu l'occasion de, encore une fois, de parler de ce film, de te rencontrer. Et je sais pas, je suis un peu nul là pour cette réponse. Je sais pas, je vais pas la développer plus que ça. Je sais pas. Merci beaucoup, c'était un plaisir de t'écouter. et de te relancer de temps en temps. Il n'y a eu qu'une relance qui a donné rien. Oui, mais le reste, j'ai l'impression que j'ai pu jouer avec toi, avec ta parole. Bravo pour le film. Je le rappelle, hein, c'est un film au poste, au poste.fr, comme dit Mélanie. Voilà. Ça veut dire que qu'on accompagne la sortie en faisant ce genre d'entretien. Et on échange de quoi? Il y a notre logo sur l'affiche. Mais ça n'est pas un échange marchand. Hein. Voilà. C'est une honneur ou un honneur? Une honneur. C'est une honneur. Non, c'est un honneur, mais une honneur, c'est bien. Parce que, comme tout à l'heure, tu as dit une valence politique, c'est ça? Ouais. Ah, on dit pas du tout ça? Non, mais c'est très Valenza politica en italien. Eh ben voilà. Bon, on dit une valeur. Mais garde-le, garde de temps en temps des petits trucs comme ça, c'est craquant. Non, c'est bien. Merci pour le film et l'entretien, nous dit Robin. Excellent moment. Bravo Pierre, nous dit Medbel. Merci beaucoup, nous dit Mr. Coltrane. Trank. Merci.
Trang qui a un nom aussi compliqué que ton distributeur, GR Film, là. Trang, merci pour ce film, bravo pour tout. Très belle rencontre, nous dit Sorcière. Voilà, le film sort le 6. D'ici là, il y a des avant-premières. Et puis, comme l'a rappelé Mélanie, s'il y a un cinéma à Ressé tout près de chez vous, eh bien, vous leur dites putain, j'ai vu le gars. Il est super, va y avoir plein de monde, etc. Est-ce que ça... Tiens, juste un tout petit truc, parce que j'ai vu passer ça tout à l'heure. Normalement, je ne pose pas de questions après la question rituelle, mais comme moi aussi, j'aime beaucoup parler et que je n'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, j'en profite, je rajoute une petite question. Est-ce qu'il y a des petites pressions sur les cinémas par le sujet de ce que tu sais? C'est-à-dire des cinémas qui disent nous, on ne veut pas prendre parti, le conflit, la guerre, elle a lieu aujourd'hui, c'est un peu compliqué de projeter ça, on ne veut pas d'emmerde avec tel ou tel groupe de tel ou tel bord, de tel ou tel... En fait, moi je ne suis pas au courant spécialement. Ils sont forts. Je pense que j'ai une équipe qui est vraiment super derrière, donc ou même plutôt devant. Parce que moi, justement, je ne suis pas au courant je vois juste leurs nombreux succès de toutes les salles où ils arrivent à le faire programmer, donc je suis plutôt... c'est génial. Ouais. Là, je vais répondre peut-être juste à la question si la gauche italienne peut revenir un jour. Et moi, je pense... Allez, le mec, il aime vraiment parler. Hein. Non, mais c'est juste que je pense que... Vas-y. Non, c'est bon, c'est bon. Je pense que la gauche italienne est toujours là, très présente, pas représentée par des partis politiques. C'est-à-dire que t'es pas tout seul. Ouais, je suis pas du tout seul et voilà. Okay. Ne désespérons pas de l'Italie. Ah non, certainement pas. Bravo, hâte de voir le film, nous dit Salvagraf. Viva Palestina. Roland nous dit beau succès pour votre film. Et il ajoute, comment on dit Forza. Voilà. Merci à toi. Merci. Je mets une petite scène pause et je reviens avec les gens du chat. Ah, faut que je fasse la photo. Faut pas que j'oublie ça. À tout de suite, chers amis. J'envoie la pause. Merci beaucoup. Merci.